il n'y aura pas d'investissement dans la réalisation des stations-service. Nous sommes à 66% de l'achèvement de l'autoroute Est-Ouest, et à ce jour, on n'a pas vu encore une station-service s'ériger sur cette autoroute. Donc, est-ce qu'il n'est pas urgent maintenant de penser au relèvement? Et qui dit relèvement, donc l'intérêt que vont porter les opérateurs à investir dans ce domaine, et sachant que normalement, nous présentons une priorité, parce qu'en 84, quand les pouvoirs publics avaient décidé de lancer la construction des 1000 stations en service, elles se sont adressées directement au privé. Donc nous souhaiterions qu'on soit impliqué justement dans le lancement de ces investissements dans les nouveaux axes routiers. Je vous remercie, monsieur. Bon, il n'y a aucun doute que les marges, et ça c'est ce que nous avons toujours dit, qu'avoir des marges raisonnables est la condition nécessaire pour encourager donc l'investissement dans le secteur de distribution, que ce soit dans les stockages en gros, que ce soit dans les stations-service, que ce soit dans les transports, etc. Et donc nous avons toujours travaillé pour obtenir des marges, mais en même temps faire en sorte que les prix ne soient pas impactés par l'augmentation des marges. Donc nous avons proposé beaucoup de solutions pour donc et augmenter les marges et maintenir les prix, ce qui est un exercice quand même assez compliqué et difficile. Mais je crois que nous l'avons déjà fait, et les marges que vous avez aujourd'hui, je crois qu'ils sont assez raisonnables. Ils ne sont pas peut-être suffisants, mais ils sont assez raisonnables et qui sont dus aux efforts qui ont été faits par le secteur pour donc convaincre les autorités d'aller dans la bonne direction pour pouvoir satisfaire les besoins de nos citoyens en produits pétroliers avec les meilleures qualités possibles. Et donc nous continuons à travailler toujours pour que ces marges soient des marges raisonnables qui puissent, d'ailleurs la loi est très claire là-dessus, 05, 07, et elle définit clairement ce que la marge doit contenir. Elle doit contenir donc la récupération de l'investissement, les coûts opératoires et une rentabilité raisonnable qui est définie dans la loi et donc normalement dans les décrets d'application. Donc en ce qui concerne donc les décrets qui doivent s'appliquer, ce décret est fait aussi dans l'intérêt des citoyens. Et on doit d'abord optimiser les installations que nous avons avant de penser à de nouvelles installations. Or, la société Naftal a beaucoup d'installations de stockage en gros qui ne sont pas utilisées à 100%. Donc ces décrets permettent l'utilisation optimale, dans l'intérêt du citoyen tout d'abord, puisque si on utilise ces installations au maximum, on réduit le coût. Dans l'intérêt de Naftal, puisque Naftal va recevoir un paiement pour le stockage des produits dans ces installations, donc utiliser les capacités non utilisées, c'est dans l'intérêt donc de Naftal de le faire, et donc fournir donc les conditions nécessaires, c'est-à-dire optimiser et non pas investir pour investir seulement. Donc d'abord, saturons les installations que nous avons. Il y a beaucoup d'installations qui ne sont pas saturées. Il y a beaucoup d'installations qu'il faut remettre donc au niveau qu'il faut. Et donc le décret est fait dans ce but, dans cet objectif. C'est dans l'intérêt du citoyen pour que le coût, quand même, si on donne une marge, il faut qu'elle tienne compte de l'optimisation des coûts. On ne va pas donner des marges tout en sachant qu'il y a un gaspillage dans nos installations ou bien des coûts. Donc, il faut d'abord qu'on satisfasse les problèmes d'optimisation des coûts. Et ensuite, bon, les marges, il y a les différentes marges. Il y a les marges pour le stockage en gros, la distribution en gros, il y a les distributions dans le détail. Nous avons donc maintenant un système de péréquation qui va être géré donc par l'ARH, l'autorité de régulation des hydrocarbures, et qui va donc traiter tous les opérateurs sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire en fonction disons, des distances qui seront transportées, sur lesquelles les produits pétroliers seront transportés, et dans le cadre de l'utilisation optimale des installations. Et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, que ce soit le privé, Naftal,
les travailleurs de Naftal ou bien le citoyen algérien qui, lui, s'attend quand même à une qualité de service et aussi à des coûts beaucoup moindres que nous avons actuellement. En ce qui concerne l'autoroute, nous travaillons donc en coordination avec le ministère des Travaux publics et pour le moment, je crois qu'ils n'ont pas terminé encore les études des différents espaces. Comme vous savez, ces espaces-là ne vont pas contenir seulement des stations d'essence, ils vont contenir beaucoup d'autres choses. Donc, dès qu'ils auront terminé cela, on verra avec eux qu'est-ce qu'ils vont décider de faire dans ce domaine-là. Est-ce qu'ils vont faire des appels d'offres? Est-ce qu'ils vont contracter directement? Pour vous dire la vérité, je ne sais pas. Dans ce cadre-là, puisqu'on attend la fin de ces études-là pour vous répondre là-dessus. Sabah al-Khair alaikum, Mohamed Mziani du groupe parlementaire du Parti des Travailleurs. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que la crise financière qui s'abat sur le système économique mondial n'est pas près de s'arrêter. On n'est que début d'une crise qui n'annonce pas sa fin. Sabah Bark, la chaîne 3, on entend deux autres banques américaines qui tombent en faillite. Ça veut dire que c'est une cascade sans précédent de banques qui tombent et la répercussion sur l'économie mondiale réelle. Ça veut dire l'industrie, des filières entières qui partent chaque jour. Et la répercussion sur le niveau de vie du peuple. Maintenant, Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que la déclaration dans un organisme anglais, Oxford Business Group, d'un ministre algérien qui dit même s'il y a crise financière mondiale, l'ouverture de la BDL peut avoir lieu à 30%. Ne voyez-vous pas que aujourd'hui, dans cette crise, il faut prendre toutes les mesures nécessaires? Ça veut dire ne pas ouvrir nos banques. Et l'une des mesures de protection les plus hardies qu'il faudrait prendre, d'ailleurs, le fait que, c'est vous-même qui disiez que les fonds souverains, à juste titre, étaient un danger pour l'économie algérienne, quelque chose qu'on salue. Justement, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour rapatrier nos 43 milliards de dollars qui sont en bande de trésor américaine, une mesure de protection? Ne voyez-vous pas, Monsieur le ministre, là c'est dans votre secteur, qu'aujourd'hui il faut revoir la décision d'ouvrir le marché de la commercialisation des produits parapétroliers, ça veut dire l'essence, le gasoil et tout, qui a été décidé, ça fait quelques mois. Ne voyez-vous pas que la spéculation sur le produit de pétrole, sur le pétrole qui est à l'origine de la fluctuation énorme des prix, ne voyez-vous pas que ça risque justement d'influer le marché algérien si on ne revoit pas cette décision? L'autre question, Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas aujourd'hui que l'une des mesures de protection, c'est par exemple la renationalisation du complexe d'Al Hadjar, et comme tout le monde le sait, ArcelorMittal Steel est en train de perdre des actions énormes dans les bourses mondiales, et je vous remercie. Bon, je pense que la décision de prendre ou de ne pas prendre, ça c'est une décision que donc le secteur financier doit prendre. Ce n'est pas au secteur de l'énergie et des mines de suggérer, de recommander s'il faut ouvrir, ne pas ouvrir. Ce n'est pas notre secteur de le faire. De le recommander. Bon, je ne sais pas qui est ce ministre qui a déclaré qu'il faut vendre 30% de BTL, mais je n'ai pas de commentaire là-dessus. En ce qui concerne donc le rapatriement, bon, le rapatriement, je crois qu'il faut poser la question à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, s'il veut rapatrier ou non. Mais si on rapatrie, on les met d'où? Dans une boîte à la Banque centrale et on les laisse en dollars, ou bien on les laisse en yens, ou on les laisse en dinars, et ensuite on attend qu'ils perdent de la valeur ou là qu'ils veulent. Bon, il faut toujours réfléchir aussi à ce qu'on va faire avec.
On les rapatrie et après, qu'est-ce qu'on fait avec? La commercialisation des produits pétroliers, je vous rappelle que la distribution a été ouverte en 89-90. Donc, nous avons Uniprest, c'est une association des distributeurs algériens privés. Donc, nous avons déjà des privés depuis 90 qui distribuent les produits pétroliers. Donc, on ne va pas maintenant dire on va renationaliser ces stations-service. Qu'est-ce qu'on va en faire ensuite? C'est nous-mêmes qui allons gérer tout ça. Donc, je crois, pour le moment, le décret qui est sorti récemment n'a rien à voir avec donc la privatisation, comme le disent certains. Il a affaire à l'organisation de ce secteur. On est en train d'organiser ce secteur. C'est-à-dire comment utiliser les installations dans lesquelles nous avons des capacités vides, en quelque sorte, qui ne sont pas utilisées, des centres de stockage. Comment payer pour la distribution et le transport des produits dans des sites isolés, parce que jusqu'à maintenant, c'était Naftal qui faisait ça. Mais si un privé veut faire ça, il faut le payer. Mais qui va le payer? Donc, c'est ce genre de questions qu'il faut faire et ensuite séparer ce qui est la logistique, il y a des camions, il y a du matériel, de stockage, etc., de ce qui est le commerce des produits. Pour séparer le coût de la logistique du prix des produits pétroliers, etc., et pour que ça soit très transparent, qu'est-ce qui est inclus dans les bénéfices des uns et des autres. Donc nous voulons une transparence, introduire une transparence, pour que les uns soient compensés en fonction du juste mérite du travail et de l'investissement, et non pas seulement parce qu'ils commercialisent un produit, qu'ils prennent d'un côté et ils le mettent de l'autre. Voilà, donc en ce qui concerne le Hajjar, bon, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Je n'ai pas entendu dire qu'on va renationaliser le Hajjar. On a déjà 30%. Bon, on va garder 30%. Si ArcelorMittal s'en va, il y aura quelqu'un d'autre qui va être à sa place. Pour nous, ce qui est important, c'est que cette unité fonctionne et reste compétitive sur le marché. Ce qu'on a obtenu avec ArcelorMittal, c'est qu'elle a doublé sa capacité, qu'elle emploie plus de gens, qu'elle a investi, que nous n'avons pas fait pendant des années, et que nous ne voudrions pas reprendre tout ça pour que ça retombe encore dans les mêmes conditions que c'était auparavant. Donc, ce que nous souhaiterions, c'est que ça continue à être géré d'une manière efficace. Maintenant, si nous voulons racheter une partie, rien ne nous empêche, si nous avons de l'argent, pour racheter une partie des actions de ArcelorMittal, on peut le faire. On peut le faire d'ailleurs avec toutes les unités que nous voulons racheter, si nous voulons racheter. Ça, c'est une option qui reste toujours ouverte, que ce soit dans la pétrochimie, que ce soit dans les engrais, que ce soit dans l'acier, que ce soit dans n'importe quoi, où le secteur privé a une participation et nous voulons racheter, bon, on peut la racheter. Mais il faut toujours ne jamais oublier qu'est-ce que le secteur privé nous apporte que nous ne pouvons pas apporter. Les marchés, hein, si vous nationalisez, il faut vous assurer que vous pouvez vendre ce que vous nationalisez. Si vous nationalisez quelque chose et vous n'avez pas pouvez pas vendre le produit à cause des choses objectives ou non objectives, ça ne sert à rien de nationaliser. Donc il faut réfléchir au marché auquel vous avez accès. Ensuite, est-ce que vous avez la capacité de mieux gérer le complexe que les autres? À ce moment-là, il faut réfléchir à d'autres moyens pour mieux gérer ce complexe. C'est-à-dire peut-être avoir un contrat disons, de gestion avec ce secteur privé, si vous estimez qu'un contrat est suffisant pour mieux gérer ce complexe. Ou bien, est-ce qu'il faut vraiment que le partenaire ait une participation pour s'assurer qu'il protège vraiment ses intérêts en bien gérant l'unité? Il y a tous ces aspects qu'il faut évaluer avant de prendre des décisions quelconques là-dessus. Monsieur le ministre. Je crois qu'il y a au fond. Là.
السلام عليكم. أنا يعني أريد معرفة الإنتاج الجزائري من الذهب حاليا، وهل فعلا تم غلق منجم تراك؟ لأنه في حديث الآن على غلق منجم تراك. احنا رانا بعاد، رانا في العاصمة وتراك موجود تمراست، يعني هل فعلا تم غلق المنجم؟ وإذا كان ممكن مع الوزير يعني الكمية تاع الذهب المنتجة بالغرام في كل طن من المواد الخام، لأنه كان في حديث على 18 غرام في الطن، وبعد استهلاك 47 مليون دولار استثمارات من طرف سوناتراك وشريكها الاسترالي والجنوب الافريقي، تبين انه الكميه الحقيقيه ما كانت تتجاوز 5 غرامات في الطن، يعني او بين 3 و5 غرامات. هل هذا فعلا يعني كلام صحيح؟ شكرا. هو المنجم ما نغلقش، هو المشكل كان يعني المفجرات ما كانش ممكن يكون عندنا الكميه تاع المفجرات باش نقدروا يعني نستخرجوا يعني الذهب كما يعني خططنا من قبل. الان نظن حلينا المشكل، فيه يعني المخزن الان تاع المفجرات موجود، يعني اللي بنيناه في المنجم نفسه، ونظن العمليه راها ماشيه بطريقه عاديه. الان الطريقه الفنيه احنا ما ندخلوش فيها، هو المهم احنا خرجنا حتى الان حوالي 700 كيلو تاع الذهب، وحنا نبيعوا فيه، ونهار اللي يكون عندنا الامكانيات تاع المفجرات نقدروا نوصلوا الى 3000 كيلو في العام. كيف نخرجوا هذا الذهب؟ هذا مشكل فني، ومحدنا نربحوا فلوس، احنا نزيدوا نمشيو في الطريق. وشكرا. Des questions? Oui. Oui, oui. Alors, vas-y, vas-y. Je peux poser la question, Monsieur le Ministre. Donc, je rebondis sur la question du président de l'Union des distributeurs privés. Est-ce que l'impact de la crise, donc de la baisse des prix du pétrole, est-ce que ils ne vont pas affecter les prix pratiqués sur le marché intérieur en Algérie? Merci. Non, elle ne va pas affecter, parce que ce qui intéresse l'Unipress, c'est la marge. Donc tant qu'ils ont une marge adéquate, pour eux, ce n'est pas tellement les prix qui les intéressent, que les prix soient à 150 $ ou qu'ils soient à 20 $. Au moins, ils distribuent leurs produits tant qu'ils ont une marge de temps qui puisse leur permettre de récupérer leurs investissements, les coûts opératoires, une rentabilité raisonnable. Donc le prix monte ou le descend, ça intéresse beaucoup plus, bien sûr, l'État que les distributeurs privés. Oui, la demoiselle, allez-y. Bonjour, Monsieur le Ministre, j'ai deux questions si vous voulez bien. La première, vous avez parlé tout à l'heure de l'impact de la crise sur les compagnies pétrolières internationales. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'impact de cette crise sur ces compagnies puisse se vérifier sur le terrain en Algérie? C'est-à-dire, est-ce que ces compagnies vont avoir des difficultés d'investissement pour ce qui est de leurs activités en Algérie? Et par ricochet, est-ce que cette crise est-ce que leur problème pourrait affecter par exemple la participation au 7e appel d'offres qui a été lancé il y a quelques semaines? Deuxième question, c'est que vous avez dit il y a quelques semaines que Sonatrach allait renégocier certains de ces contrats conformément aux nouvelles orientations du gouvernement. Est-ce que ces négociations ont déjà commencé? Si oui, avec qui et sur quoi portent-elles? Merci. Pour le moment, nous n'avons pas de compagnies qui nous disent qu'ils n'ont pas soit les financements, soit l'argent nécessaire pour, disons, faire des investissements dans l'exploration ou bien dans le développement. Nous n'avons pas eu disons, de souhait de la part des sociétés de discuter de cela. Donc, à mon avis, ce sont des investissements qui vont continuer. Dans ce domaine-là. Bon, bien sûr, dans ce domaine-là, vous avez toujours le partenariat entre Sonatrach
et les partenaires. Donc s'il y a difficulté, on le saura rapidement. Sonatrach va nous dire que le partenaire n'est pas en mesure de ramener l'investissement. Dans l'appel d'offres, il est toujours donc prévu l'ouverture, je ne me rappelle pas de la date, je crois que c'est le 13 décembre, donc nous allons maintenir l'appel d'offres. Maintenant, vous savez, entre l'appel d'offres et le moment où les compagnies vont investir, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts. Il y aura d'abord donc les signatures de contrats, et ensuite il faut que ça passe au niveau du Conseil des ministres, ensuite il faut que ça passe au niveau du journal officiel, et ça prend probablement une année et demie. Et ensuite ça devient effectif. C'est à ce moment-là, c'est dans une année et demie que les sociétés vont probablement commencer à travailler sur le terrain. Donc d'ici là, je pense que les gens ne vont pas faire des offres en décembre en réfléchissant à la crise actuelle. En tous les cas, la crise actuelle, à 60 $, ils ont bien investi auparavant à 20 $. Donc il n'y a pas de raison pour qu'ils ne continuent pas à investir en Algérie à 60 $. Donc l'appel d'offres, ils vont en tenir compte, c'est vrai. Ils vont en tenir compte. S'ils pensaient qu'ils allaient avoir 150 $, ils auraient fait une offre. Maintenant, s'ils pensent qu'ils vont obtenir 60 $, ils vont faire bien sûr une autre offre. C'est un appel d'offres. En ce qui concerne donc les contrats, on n'a jamais parlé de renégocier les contrats d'exploration et de production. C'est une confusion qui a été entretenue par les journaux. On a parlé seulement des projets nouveaux que nous sommes en train de faire dans la pétrochimie. C'est ceux-là qui sont concernés. Ce sont les projets qui concernent l'aluminium, qui concernent des projets qui ne sont pas déjà engagés et pour lesquels on va revoir la participation de Sonatrach dans ces projets qui passera à 51%. Mais ça ne concerne ni les contrats existants, je veux clarifier cela, ni les contrats existants, ni déjà les contrats qui ont été signés avec des partenaires. Parce que cette information est très dangereuse pour le secteur. Pour le secteur, déjà elle a été reprise par les agences internationales où ils parlaient de renégocier les contrats et ceci donne une mauvaise publicité donc à l'effort d'appel d'offres que nous sommes en train de faire en laissant penser que nous allons déjà renégocier des contrats qui ont déjà été signés. Oui. J'ai une question par rapport au prix du gaz pratiqué sur le marché local. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers ici qui font surtout leur marge sur les prix du gaz localement. Ils sont très bas et n'investissent pas grandement. Donc ils tirent profit de la faiblesse du prix. Est-ce que l'Algérie ne pense pas à revoir cette politique? C'est-à-dire, quels sont les investisseurs auxquels vous... Par exemple, ArcelorMittal. Donc, il bénéficie d'un facteur compétitif vraiment très... Donc, il a recours à un prix de gaz vraiment, un prix, je dirais, dérisoire. Et là, il fait sa marge surtout sur le prix du gaz et non pas par rapport à l'investissement engagé. Voilà. Bon, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez attirer l'investissement, il faut d'abord attirer l'investissement. Hein, si vous mettez une barrière très haute, ils ne vont pas venir. S'ils ne sont pas déjà là, vous ne pouvez pas les assommer avec les impôts. Vous allez avoir 100% d'impôts sur 0 de revenus. Mais s'ils sont déjà là, vous pouvez avoir l'impôt que vous voulez. Donc d'abord, il faut les amener. Hein, vous les amenez, l'appât, c'est le gaz. Quand ils sont là, à ce moment-là, vous leur imposez des impôts. Bon, ArcelorMittal, j'espère qu'ils payent des impôts. D'ailleurs, ils payent des impôts plus que les entreprises publiques auparavant, qui ne payaient pas seulement ils ne payaient pas d'impôts, et percevaient des aides chaque fois qu'il y avait un déficit et une dette. Donc déjà, ils payent des impôts. L'impôt, il est calculé sur les bénéfices. Les bénéfices tiennent compte du coût du gaz. Donc si vous élevez le coût du gaz, le bénéfice va être moindre et les impôts vont être moindres. Donc vous avez pu peut-être les attirer. En tous les cas, l'accord d'ArcelorMittal a été fait dans un cadre spécial. Tous les nouveaux projets que nous faisons actuellement, c'est vrai,
que le prix du gaz est un prix d'ailleurs, il n'est pas subventionné. C'est un prix qui reflète le coût. Il n'est pas au prix international parce qu'on ne fait pas partie du marché international du gaz. L'Algérie, à ma connaissance, ne fait pas partie du marché européen. Et donc, le prix du gaz reflète le coût. L'approche que nous avons utilisée jusqu'à maintenant, d'abord, nous avons notre participation dans n'importe quel projet, que ce soit un acier, que ce soit la pétrochimie, que ce soit l'ammoniac, que ce soit n'importe quoi. Ensuite, nous avons le partage des dividendes. C'est-à-dire que si Sonatrach a 49 et le partenaire 51, ça ne veut pas dire que le partage des dividendes se fera à 49-51. C'est en fonction de la rentabilité, tous nos accords sont faits de telle manière à ce que les dividendes sont partagés à faveur de Sonatrach qui, elle, a fait l'effort de mettre à disposition du partenaire un prix du gaz moindre que le prix international. Donc, elle récupère une partie, si vous voulez, de la rente, si on l'appelle de cette manière-là, à la faveur d'une formule de partage des dividendes qui est mise en place au moment de l'accord entre les deux parties. C'est comme ça que tous les projets que nous faisons sont faits, que ce soit avec Total, que ce soit avec Orascom, que ce soit avec je ne sais pas qui encore. Tous ces projets sont faits de cette manière-là. Et bien sûr, ils sont faits à la faveur d'un appel d'offres. C'est celui qui vous donne le partage des dividendes le plus intéressant pour vous que vous prenez. Et on l'a fait à la faveur de la privatisation de Fertial. Quand Fertial a privatisé Asmidal, nous avons donc exigé que le partage des dividendes ne soit pas fait 66-34, parce que Fertial a acheté 66% d'Asmidal, mais qu'il soit fait, disons, à la faveur d'Asmidal, quand le taux de rentabilité devient important. De cette manière-là, vous récupérez une partie. Mais là, vous avez l'investisseur. Il est rentré. Il est chez vous. Mais si vous mettez, vous dites, moi, le prix du gaz, je vais le mettre au prix international, il va rester là où il est. Pourquoi il viendrait en Algérie? Non, le consommateur paye beaucoup moins que ce prix-là. Allez-y. سيد الوزير، ألا ترون أن السعودية أو الموقف السعودي يشكل بشكل أو بآخر عائقا أمام أي اتفاق حول خفض الأسعار، خاصة أن أرامكو السعودية قررت أو أعلنت أمس أنها رفعت طاقة إنتاجها لتصل إلى 12 مليون برميل يوميا. أولا. ثانيا، ما موقف الجزائر أنتم قلتم أن الجزائر لن تتأثر بالأزمة المالية الأخيرة، لكن ما هي الإجراءات التي ستتخذها في حالة إذا استمرت هذه الأزمة؟ ثالثا، هل توجز لنا الورقة الجزائرية بما يخص الاجتماع القادم، اجتماع 17 ديسمبر بوهران؟ شكرا. بالنسبة إلى السعودية، الموقف السعودية موقف مشرف، وكان تماما في الاجتماع 24 أكتوبر يعني وحدة وتوحيد بين كل الأعضاء، وأولا السعودية العربية السعودية اللي اتفقت معنا على أي نقص خفض في الإنتاج. قالت لنا اختاروا الخفض اللي بدكم إياه وأنا نكون نتفق معكم. ما نقدروش يعني نقولوا أي شيء على هذا الموقف. موقف مشرف وموقف مطبق يعني في الميدان. هذا بالنسبة إلى الأزمة وانعكاسات على الجزائر، هذا تكلمنا عليه من قبل، يعني هو على حساب دومة يعني هذه الأزمة. إذا بقات شهر يعني ما فيه مشكل، بقات عام ما فيه مشكل، بقات عامين ما بقاش مشكل، كم بقات أكثر واحد أولين يأخذ القرارات باش فيه خفض في الاستثمارات، باش ينقص
من يعني من التكلفة، ومن بعد يستعمل يعني التمويل الخارجي. إذا ما عندوش تمويل هي فيه كل إمكانيات، إلى صارت فيه أزمة تعمل دوم أكثر من سنتين أو 3، ولكن فيه حل لهذه الأزمة بالنسبة إلى الجزائر. حتى الآن ما عنديش ما نظنش يكون فيه أي مشكل، لأن الأزمة كل الخبراء يقول لك الأزمة تبقى يمكن إلى كثرت يعني عام، هذه السنة 2009، ويبقى النمو الاقتصادي يعاود يرجع في 2010 2011. وعلى أي حال تكون أزمة أخرى، ولكن الأزمة اللي تعطي أسعار عالية في 3 سنوات 4 سنوات، يعني نرجعوا المشكل اللي كنا فيه من قبل. صحيح يكون انخفاض في الأسعار في هذه السنة، ويمكن السنة الجاية يبقى في هذا المستوى أو ينخفض شوية، ولكن من بعد يصير فيه ارتفاع، لأن ما يكونش فيه استثمارات وما يكونش فيه تمويل لكثير من المشاريع، وهذا ينعكس على العرض في السوق في ظرف 2 أو 3 سنين، وتكون في أزمة والأسعار تكون عالية في هذاك الوقت. بالنسبة إلى الواقع الجزائرية، احنا دائما نمشيو مع الجماعة ونحاولوا دائما يعني نوحدوا الموقف ديال هذا هو الدور ديالنا، ويكون عندنا نظرية مستقبلية، يعني ما نشوفوش الأشياء اليوم اللي من بعد أو الشهر اللي من بعد، نشوفوا من بعد سنة، من بعد احنا ماذا بينا الزباين ديالنا يبقاو ما ينقرضوش، يبقاو هذوك الزباين باش يشريو علينا البترول. ولهذا ماذا بينا الاقتصاد العالمي يبقى يتقوى، احنا في مصلحتنا الاقتصاد العالمي يتقوى، لأن الطلب يجي من هذا تقوية الاقتصاد العالمي. ولا نقارض يعني الاقتصاد العالمي، واش المصلحة ديالنا؟ احنا ما نقدروش نبيعوا البترول ديالنا في هذاك الوقت. ولهذا العمليات والقرارات اللي ناخذوها تاخذ بعين الاعتبار المصالح ديال المنظمة، ولكن أخذ بالاعتبار المصالح ديال الدول المستهلكة للبترول اللي تنفعهم كثيرا، نساعدوهم باش يمروا في هذه المرحلة الصعبة، لأن في مصلحتنا نساعدوهم في هذه المرحلة الصعبة. وشكرا. Monsieur le ministre, juste une question s'il vous plaît. Bien, il y a sur le plan international les organisations financières internationales qui travaillent dans le sens de réduire la spéculation. C'est pour ça qu'il y a une refondation du système financier international. Donc, un système financier international miné par la spéculation, et on constate que le marché pétrolier international est lui-même miné par cette spéculation qui le plombe littéralement. Alors bon, au niveau financier international, il y a une réflexion qui s'opère, on le constate de jour en jour, et on voudrait savoir si au niveau de l'OPEP, alors on s'adresse à Monsieur le Président de l'OPEP, savoir si au niveau de l'OPEP, il y a une réflexion qui consiste à réduire le champ d'action de cette spéculation. Sinon, on n'en sortira jamais. Bon, c'est vrai, pour la spéculation dans le secteur financier, je pense que la refondation va en priorité essayer de réguler donc les mouvements spéculatifs. S'ils ne le font pas, c'est qu'on n'a rien refondé. Donc c'est l'aspect le plus important. Comment ils vont le faire, je ne peux pas vous dire. Quels sont les outils qu'ils vont utiliser pour le faire, je ne sais pas. Mais tout cela, ils vont en parler probablement et décider. En ce qui concerne notre secteur, nous avons déjà attiré l'attention de tout le monde. Nous l'avons exprimé d'une manière publique et claire dans les forums internationaux que c'était la spéculation, mais les activités spéculatives qui sont peut-être nécessaires, il faut le dire, dans un marché ouvert, transparent, etc. C'est une nécessité parce qu'il faut toujours des gens qui sont là pour prendre des risques là où d'autres ne veulent pas prendre de risques. Qui est nécessaire, mais qui quand même joue un rôle
négative quand elle n'est pas régulée, quand elle n'est pas, disons, identifiée. Et c'est ce qui a été le cas par le passé. Donc nous avons attiré l'attention de tout le monde. Nous avons même attiré l'attention de l'Union européenne quand on a eu la discussion la dernière fois, et on s'était mis d'accord pour qu'on ait donc une étude sur cet aspect-là et comment donc réduire l'impact de ces spéculateurs dans ce domaine-là. Donc nous allons donc attendre la sortie de cette étude pour prendre les mesures nécessaires. Si nous, en tant qu'OPEP, on peut les prendre et on aura un impact là-dessus, on le fera. Sinon, ce sera peut-être une contribution de notre part à cette refondation du système financier international. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, il y a quelqu'un qui vous parle. صباح الخير مسيو المينيستر. السؤال الاول اللي يتعلق بمساله حساسه قليلا، يتعلق بمشكل قضيه المناوله. وزير المؤسسات الصغيره والمتوسطه يعني قال باللي المناوله سنويا تكلف سوناتراك ما بين، اذا ما خانتنيش الذاكره، من 2 و4 ملايير دولار. هذا المبلغ اللي قادر ينعش النسيج نتاع المؤسسات الصغيره والمتوسطه في الجزائر. وهناك مسألة أخرى هي تأخر، ما نظنش باللي هذا يتعلق بالقطاع نتاعكم، لكن أنتم أعضاء في المجلس الوطني للمناولة، يعني كونسي ناسيونال دو لا سوتريتونس. يعني هل هذا راجع ولا يتوقف على قرار سياسي للضغط على سوناتراك بمنح، خاصة أنا نعرف باللي كل الأنشطة اللي تسلمها سوناتراك بعقود المناولة ما هيش امور يعني معقده ولا تطلب تكنولوجيا كبيره، الا انها تلجا دائما الى المتعاملين الخارجيين يعني اوروبيين ولا من دول اخرى لقيام هذه الانشطه. السؤال الثاني يتعلق مع الوزير بلوبيب. نعرف بلي لوبيب تساهم بنحو 40% من الانتاج العالمي من البترول، لكن رغم الجهود في لاقناع الدول الاعضاء لخفض انتاجها، الخبراء يقولوا بكاين 900 ألف برميل يوميا تنتج من قبل أعضاء أوبب، لكن خارج الحصص الممنوحة. يضاف إلى ذلك إنتاج الدول خارج التي لا تنتمي إلى منظمة أوبك. هل المنظمة بذلت مساعي لدى هذه الدول لخفض إنتاجها وبالتالي بعث استقراق في السوق البترولية الدولية؟ وشكرا. هي بالنسبة إلى المناولة فيه كما تعرفون يعني مناقصات أو مناقصة لأي يعني عملية خدمة أو شراء أو معدات من طرف يعني سوناتراك أو الشركات تابعة للقطاع. فيه نشر اسمه باو اس ام ينشر فيه كل ما يشتروه هذه الشركات تابعة للقطاع بطريقة يعني واضحة، بطريقة شفافة. الآن احنا القطاع ديالنا مش موجود باش يدعم القطاع الخاص. احنا ما ندعموش القطاع الخاص، احنا القطاع ديالنا سوناتراك ولا سونالغاز هي تدور على يعني أقل كلفة بالنسبة إلى الخدمات وأحسن جودة بالنسبة إلى الخدمات أو المعدات اللي موجودة في السوق. الآن الشغل تاع المناولين الجزائريين هو كيفاش يتنظموا نفسهم باش يردوا على المناقصات اللي احنا نطلعوا فيها في السوق. هذا من طرف تنظيم المناولات. فيه جمعيات لازم يتنظموا وعندهم المعلومات اللي واش سوناتراك تشري واش سونالغاز تشري، وهذه هما يتنظموا نفسهم باش ينجوا او يعني يخرجوا بهذه المعدات ويبيعوهم لهذه الشركات باحسن سعر ممكن. كنا لا احنا يجينا بمعدات كذا ويقول لك السعر ديالها 100 وهو في السوق
العالمي ب 50، كيف انا نمشي نشري معده ب 100 هي موجوده ب 50؟ شكون اللي يدفع لي ال 50 هذه؟ الدوله تقول لك انا ما ندفعلكش. سوناتراك هي تدور على السعر، اقل سعر ممكن في السوق. هذا هو المشكل تاع المناولات، ودائما يجيو لسوناتراك يقول له كيف السوناتراك تساعدنا؟ سوناتراك تساعدكم بالمعلومات. سوناتراك وسون الغاز تعطيكم المعلومات باللي تشري كذا وكذا وكذا. انتم الدور ديالكم تاع المناولين هو كيف نصنع هذه المعدات ونصنعها باقل كلفه باش نقدر ندخل في المناقصه. الى احنا مشينا في التدعيم شحال ندعموا؟ شحال مع نبقاو ندعموا؟ محدنا عندنا الفلوس ندعموا، ونهار اللي ما بقاش الفلوس كان المناولين هذو يروحوا يعني في ضحيه. ولهذا احنا ماذا بينا المناولين الجزائريين يفهموا باللي فيه المعلومات، يعرفوا باللي فيه كذا وكذا الشيء اللي تشريه سوناتراك، وهذا كذا خدمات اللي تطلبها سوناتراك. انتم تشتغلوا باش تدخلوا في المنافسه وتقدموا احسن عرض ممكن. هذا هو الحل، ما كانش حل واحد اخر. الحل واحد اخر باش ندعموا احنا من طرف سوناتراك تدعم، هذا مش ممكن. الان الدوله باش تدعم روحوا طلبوا يعني وزاره الصناعه او وزاره هي اللي الى تقدر تدعم الدعم. بالنسبه الى لوبيب احنا على اي حال كما قلنا ما نعرفوش واش الناس يعني تبعوا الحصه ديالهم ولا ما تبعوهاش. الان نعرفوها من بعد شهر لما يكون عندنا الارقام واضحه موجوده في السوق. نعرفوا باللي السعوديه نتجت كذا والجزائر نتجت كذا وفنزويلا نتجت كذا، نحطوا الارقام هذو ونعرفوا من جات ونقدموها للبلد معينه. نقول لا ولي انتم نتجتوا اكثر من الحصه ديالكم، لازم تخفضوا. ولا عندهم كيف يفهمونا علاش يعني توصلوا الى هذه الارقام ولا كيفاش يفهمونا ومن بعد نشوفوا. ولكن الان ما نقدرش نقولوا الان عندك يمكن عندك الصح يعني، لان احنا طبقنا القرارات اول نوفمبر. انت ما تجيش وتغلق. احنا 71,000 برميل اليوم كي نقصوها، ماشي غير بير واحد نقصوه، راه كاين حقول كثيره وسوناتراك تختار فين تنقص. ما نقولهاش احنا نقصي في حاسم السعود وحاسي بركاوي وايجل ينقص 2000، هما يختاروا واش البير اللي لازم ينقصوا منه ولا الحق اللي لازم ينقصوا منه على حساب المخطط ديالهم. وهذا ياخذ وقت، ياخذ وقت طويل، يمكن ياخذ لنا شهر غير باش نقصوها ل 71,000، يمكن شهرين ما عرفناش على حساب ولهذا الناس اللي عندهم انتاج اكبر كما السعوديه لازم تنزل بحوالي قريب 1,000,000 برميل تابعه لها، ياخذ لها الوقت المناسب. وحنا على اي حال ما عندناش مشكل يعني باش ياخذوا الوقت المناسب. المهم هو نخفضوا ب1,800,000 في ظرف يعني يكون معلوم به. بالنسبه الى الاعضاء غير الاعضاء يعني احنا ما نقدروش نسيطروا عليهم، نقدروا نتكلموا معهم. قلنا لروسيا باش تساعدنا، هي قالت عندها سياستها وعندها يعني اولوياتها. النرويج قالت احنا ما نتبعوش، المكسيك ما قال والو. هذو هما اللي ردوا. يعني واش نديروا؟ نمشيو احنا نبلعوا الابيار ديالهم؟ ما نقدروش. خلاص هذا هو احنا اللي نقدروا نسيطروا عليه، هو انتاج ديال المنظمه ديال الاعضاء تاع المنظمه. وفي هذا الميدان عندنا يعني الاليات موجوده باش نعرفوا واش نقصوا ولا ما نقصوش. شكرا. Monsieur le ministre, peut-être une dernière question, si vous permettez. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de 50%, 50 dollars pardon, le baril, et l'Algérie vivait très bien. Mais quand on a eu 50 dollars le baril, les conditions, la conjoncture, du moins l'état de la conjoncture n'était pas le même.
pas de crise alimentaire aiguë comme au jour d'aujourd'hui, pas de renchérissement des matières premières, etc. Donc, si 50% aujourd'hui, les 50 dollars d'aujourd'hui ne sont pas les 50 dollars d'hier. Non, c'est vrai, ils ne sont pas d'hier, mais aussi ils vous donnent un pouvoir d'achat supérieur à celui d'hier. Hein, avec 1,27 aujourd'hui, par rapport à l'euro, le pouvoir d'achat est plus important que ce que vous avez auparavant, il y a 2 ans, 3 ans. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, nous n'avons pas de crise alimentaire aujourd'hui. Aujourd'hui, le prix du blé a dégringolé, le prix de l'acier a dégringolé, il va continuer à dégringoler parce que la demande n'est plus là-bas. Donc tout cela va aller dans le sens. Ensuite, comme je l'ai dit, notre pouvoir d'achat, ça dépend où on achète ce blé, bien sûr. Et si on l'achète là où le pouvoir d'achat est plus important, bien sûr, il va nous revenir encore moins cher. Donc c'est en fonction un peu d'où on l'achète, combien on achète, etc. Mais je peux vous dire que maintenant, les opérateurs privés achètent sur le marché international. Ils ne prennent pas le blé de l'OAIC. Parce qu'il est beaucoup moins cher d'acheter sur le marché international que de s'approvisionner à l'OAIC. Donc déjà, c'est un signe que les choses ont changé et il faut tenir compte de ce pouvoir d'achat qui maintenant à 60 dollars, à 1,27 $ l'euro, et quand même nous donne un pouvoir d'achat qui est probablement l'équivalent d'un 70 dollars d'il y a 2 ans. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, Monsieur le Ministre.